Rebonjour, dans le labo Excel d'aujourd'hui, nous utiliserons ce tableur de façon à estimer la moyenne ou la proportion d'une population à partir de la moyenne ou de la proportion d'un échantillon, et ce à l'aide de la marge d'erreur et de l'intervalle de confiance. Pour procéder ainsi à l'inférence statistique et la rendre fiable, il faut qu'au moins que deux conditions soient satisfaites. Précisément, il faut que l'échantillon soit de grande taille, mais aussi il faut qu'il soit de caractère aléatoire. Et par rapport au caractère aléatoire de l'échantillon, cliquons sur l'onglet échantillon aléatoire. En l'occurrence, supposons qu'on s'intéresse à une population constituée de 100 individus. Et de cette population, on veut sélectionner un échantillon de 30 individus. Le caractère aléatoire de l'échantillonnage peut faire de telle sorte qu'on tombe sur cet échantillon encore, encore et encore. Supposons maintenant qu'on tombe sur cet échantillon constitué de 30 cas, dont on connaît la moyenne ou la proportion en termes de statistiques. Eh bien, ces statistiques qui sont calculées sur la base de données d'échantillons ne nous intéressent pas réellement. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe au niveau de toute la population dont est issu cet échantillon constitué de 30 cas. Eh bien, pour savoir ce qui se passe au niveau de toute la population, il faut procéder à l'inférence statistique, qui repose essentiellement sur le concept de distribution d'échantillonnage. Essayons de le mettre en pratique en partant d'un exemple qui porte sur une population constituée de 5 étudiants A, B, C, D, E avec deux variables d'intérêt. Le montant en termes de dépenses concernant les études et le sexe, une variable qualitative. Alors, la variable montant dépensé étant quantitative, il est possible de connaître la moyenne de cette population constituée de 5 étudiants. Alors, on se place sous mu comme étant la moyenne de cette population et on clique sur moyenne. Ainsi, la moyenne de cette population est de 4560 dollars. De même, il est possible de connaître la probabilité d'avoir le sexe masculin, autrement dit, la proportion de masculinité. Alors, on compte le nombre d'hommes et on relativise par le nombre d'individus. Donc, on se place sous pi comme étant la proportion de la population. On clique sur proportion et on a 0.4, soit la probabilité d'avoir le sexe masculin dans cette population constituée de 5 individus. Supposons maintenant qu'on veuille constituer un échantillon de 3 individus. En l'occurrence, le hasard de l'échantillonnage aléatoire peut faire de telle sorte qu'on tombe sur cet échantillon 1 constitué des cas A, B, C, mais on aurait pu tomber sur un autre échantillon constitué des cas A, B, D, ou A, B, E, A, C, D, ou A, C, E, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, il est possible de constituer, selon cette approche, 10 échantillons différents de taille 3 dans une population de 5 individus. Eh bien, il est possible de retrouver ces 10 échantillons différents en utilisant les combinaisons. Donc, vous avez la formule devant vous. La taille de la population étant de 5, on aura 5 factoriel divisé par la taille de l'échantillon 3 factoriel multiplié par 5, la taille de la population, moins la taille de l'échantillon 3, entre parenthèses le tout factoriel. Pour calculer 5 factoriel, on prend 5, multiplié par 4 fois 3 fois 2 fois 1. Et donc, on multiplie les nombres de façon décroissante sans inclure 0. Eh bien, on aura 120 divisé par 12 qui donne 10 échantillons possibles. Et finalement, on peut y aller de façon beaucoup plus systématique en appliquant la formule directement dans Excel. Alors, on va y aller. Donc, dans cette cellule, on va mettre égal. On veut des combinaisons d'échantillons possibles. On va saisir CEM. Le logiciel nous propose combine comme combinaison. On clique deux fois là-dessus. Ici, on est dû de spécifier le nombre d'éléments de la population, 5.
Ici, je mets virgule. Alors, mon logiciel étant configuré en anglais, alors dans votre cas, il se peut que vous soyez obligé de mettre plutôt point virgule. Alors moi, je mets virgule. Ensuite, on est dû de spécifier le nombre d'éléments choisis, autrement dit la taille de l'échantillon 3, et on ferme la parenthèse. Et donc, nous venons de spécifier au logiciel que nous venons les combinaisons d'échantillons différents de taille 3 qu'on peut obtenir dans une population de 5 individus. Et bien, tout naturellement, nous retrouvons nos 10 échantillons différents de taille 3 qu'il est possible de former dans une population constituée de 5 individus. À partir de là, on peut mettre en pratique le théorème central limite qui avance que la moyenne de toutes les moyennes d'échantillons possibles sera toujours égale à la moyenne de la population, mais aussi la moyenne de toutes les proportions d'échantillons possibles sera égale à la proportion de la population. On va vérifier ces éléments fondamentaux du théorème central limite. Alors on va s'intéresser à l'échantillon 1 constitué des cas A, B, C. Calculons la moyenne de cet échantillon. Donc on se place ici, on met égal. On veut la moyenne des montants dépensés, donc moyenne M, O, Y, E. Le logiciel nous propose moyenne, on clique deux fois. On sélectionne les montants de ces trois individus, donc on va sélectionner ici. 3500, 5000 et 6000, on ferme la parenthèse, Enter, et on obtient la moyenne au sein de cet échantillon. Selon la même méthode, j'ai fini de calculer la moyenne de l'échantillon 2, 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Calculons maintenant la moyenne de toutes les moyennes d'échantillons possibles. Donc on se place ici, on veut la moyenne de toutes les moyennes d'échantillons possibles, donc on met égal. On veut la moyenne, on va saisir M, O, Y, le logiciel nous propose moyenne, on clique deux fois sur moyenne. On sélectionne les 10 moyennes d'échantillons possibles et on ferme la parenthèse. Enter, et bien nous retrouvons la moyenne de la population. Et par conséquent, la moyenne de toutes les moyennes d'échantillons possibles sera toujours égale à la moyenne de la population mu, qui est de 4560. Eh bien, faisons de même, vérifions que la moyenne des proportions possibles sera égale à la proportion de la population. Donc, on va calculer d'abord la proportion de l'échantillon 1. On met égal. Alors, la proportion de masculinité au sein de l'échantillon 1 est égale, alors on a A, B, C, donc on a un homme. Donc, on aura 1 divisé par 3. Alors, 1 sur 3 nous donne la proportion d'hommes dans l'échantillon 1. Selon la même méthode, j'ai fini de calculer la proportion de masculinité de l'échantillon 2, 3, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, calculons maintenant la moyenne de toutes les proportions possibles. Donc, autrement dit, moyenne de toutes les proportions possibles. On met égal M, Y, O, Y. On sélectionne moyenne et on sélectionne toutes les proportions d'échantillons possibles. On ferme la parenthèse. Enter. Eh bien, nous venons de retrouver la proportion de la population qui est de 40%. Précisément, la moyenne de toutes les proportions d'échantillons possibles sera toujours égale à la proportion pi de la population. Eh bien, si on peut calculer la moyenne d'une distribution d'échantillonnage, c'est qu'on peut aussi calculer l'écart type de cette distribution d'échantillonnage. Pour ce qui est de la moyenne, vous prenez l'écart type divisé par la racine carrée de n, et vous obtenez l'écart type de la distribution d'échantillonnage de la moyenne. Pour ce qui est de la proportion, vous prenez PQ, P étant la proportion à estimer, Q le complément pour obtenir la totalité. Vous divisez par la taille de l'échantillon n et la racine carrée du tout nous assure d'obtenir une valeur en termes d'écart type. Ici, l'écart type de toutes les proportions possibles, étant entendu que l'écart type de toutes les moyennes possibles est appelé erreur type, de même que l'écart type de toutes les proportions possibles. Le terme technique, c'est erreur type. Et donc, peu importe qu'on travaille avec une moyenne ou une proportion, précisément avec une variable quantitative ou avec une variable qualitative, l'erreur type se calcule en prenant la variance divisée par la taille de l'échantillon, la racine carrée du tout, nous assure d'obtenir une valeur en forme d'écart type. Étant entendu que dans le cas d'une proportion, la variance est représentée ici par PQ.
Et la variance pour une moyenne est représentée ici par sigma au carré. Donc à partir de ce concept de distribution d'échantillonnage, il est possible d'estimer la marge d'erreur et l'intervalle de confiance à l'intérieur duquel se situe le vrai paramètre au niveau de la population étudiée. En l'occurrence, on est sûr au moins à 95% que le vrai paramètre de la population va se situer à 1,96 plus ou moins l'erreur type. Et donc, 0,96 erreur type est appelé marge d'erreur. Mais aussi, on est sûr à 99% que le vrai paramètre de la population va se situer à 2,58 plus ou moins l'erreur type. Ici, qui est la marge d'erreur avec un niveau de confiance de 99%. Et par conséquent, si vous voulez calculer la marge d'erreur, prenez 1,96 multiplié par l'erreur type pour un niveau de confiance de 95%, ou bien 2,58 multiplié par l'erreur type pour un niveau de confiance de 99%. Par conséquent, au niveau de confiance de 95% est associé un score Z de 1,96 et au niveau de confiance de 99 est associé un score Z de 2,58. Ce sont des constantes donc qui vont effectivement nous aider à calculer la marge d'erreur à 95% et à 99%. Allons-y, cliquons sur l'onglet erreur type moyenne de façon à faire l'exercice qui porte sur le coût mensuel du loyer en dollars chez les étudiants inscrits dans les cours du département de sociologie de l'UDM. Alors la moyenne en termes de coût mensuel du loyer est de 321, l'écart type 163, la taille de l'échantillon 1163. Et donc à partir de là, on nous demande de calculer l'erreur type de la moyenne, autrement dit l'écart type de toutes les moyennes possible. Alors on va y aller en appliquant la formule tout simplement. On nous dit de mettre égal, de prendre l'écart type de la population. En fait ici on a plutôt l'écart type de l'échantillon, mais on en a déjà parlé. L'écart type de l'échantillon est un estimé non biaisé de l'écart type de la population. Donc on va prendre 163 divisé par racine de la taille de l'échantillon, ici 1163. Donc on prend l'écart type 163 divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Le résultat sera 4,8. Alors comment interpréter 4,8 dans ce contexte? Alors si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, eh bien on est sûr au moins à 68% que la vraie moyenne en termes de coût mensuel du loyer se situera à 3,21 $ plus ou moins 4,8 au niveau de toute la population étudiée. Donc cliquez sur réponse et vous avez une façon d'interpréter ici l'erreur type autour de la moyenne. Donc l'erreur type autour de la moyenne ici est une forme de marge d'erreur, mais une marge d'erreur avec un niveau de confiance de 68%. Et donc c'est la raison pour laquelle on va vouloir surtout augmenter le niveau de confiance pour que nos résultats soient plus crédible. Et bien pour ce faire, on va cliquer sur IC, on va calculer la marge d'erreur à 95% par exemple, de façon à par la suite obtenir l'intervalle de confiance. Alors pour obtenir la marge d'erreur, vous multipliez le score Z 1,96 à l'erreur type que nous venons ainsi de calculer. Alors on va y aller. E comme marge d'erreur est égal au score Z 1,96. Évidemment, si votre logiciel est configuré en français, vous mettez virgule, multiplié par l'erreur type que nous venons de calculer. Donc 1,96 multiplié par 4,8 nous donne la marge d'erreur avec un niveau de confiance de 95%. Évidemment, si nous voulions un niveau de confiance de 99%, on aurait multiplié à l'erreur type par 2,58. Donc ici, on a une marge d'erreur de 9,4. On prend la moyenne plus 9,4 pour obtenir la limite supérieure. On va y aller. Donc égale la moyenne 3,21 plus la marge d'erreur ainsi calculée. Et on obtient la borne supérieure. De même, on prend la moyenne 321 moins la marge d'erreur ainsi calculée. Et on obtient 311,6 comme étant la borne inférieure. Et par conséquent, on est sûr au moins à 95% que le coût mensuel du loyer se situe entre 312 et 330 $ au niveau de l'ensemble de la population étudiante
étudier. Donc cliquez sur réponse et vous avez une façon d'interpréter les résultats. Ici, on nous demande de déterminer le score Z au niveau de confiance de 99%. Donc c'est 2,58. Et à partir de là, on peut calculer la marge d'erreur selon les différents scénarios. Voilà comment procéder à l'estimation par intervalle de confiance d'une moyenne dans le cas d'une variable quantitative. Que se passe-t-il maintenant lorsqu'on veut estimer plutôt l'intervalle de confiance d'une proportion dans le cas d'une variable qualitative? Alors on va cliquer sur l'onglet erreur type comme proportion, se passer de la démonstration et faire l'exercice qui porte sur un sondage aléatoire auprès de 1061 Québécois, révélant que 32% d'entre eux ont l'intention de voter en faveur du PQ à l'occasion des élections de 2012. Alors ici, la proportion estimée est de 32%. Alors on nous demande de calculer l'erreur type autour de cette proportion en appliquant la formule que vous avez ici. Alors on va y aller, on va appliquer la formule. On nous dit de mettre égal, de calculer la racine, donc racine. On clique deux fois. Alors, on prend PQ, donc P étant égal à 32, multiplié par le complément pour donner P, autrement dit Q, ou 100 moins P. Donc, on prend 32 multiplié par 68. Alors, on nous dit de diviser par la taille de l'échantillon ici, 1061. Alors, ici, on peut ouvrir une autre parenthèse pour s'assurer que le calcul soit bon. L'erreur type d'une proportion se calcule donc en prenant la proportion estimée P, multipliée par son complément Q, divisé par N, la racine carrée du tout, nous assure d'obtenir une valeur en termes d'écart type ici, 1,4. Alors, comment interpréter l'erreur type ici? Et donc, si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois, eh bien, on est sûr à 108% que la vraie proportion de Québécois qui vont voter en faveur du PQ sera de 32%, plus ou moins 1,4. Voilà comment interpréter l'erreur type de cette proportion, étant entendu que cette erreur type est une forme de marge d'erreur, mais de marge d'erreur seulement à 68%. Que se passe-t-il maintenant si on veut être sûr plutôt à 95%? Ben dans ce cas, il faut prendre l'erreur type ainsi calculée, donc on met égal 1,4 et multiplié par le score Z 1,96. Le résultat sera la marge d'erreur 2,7. Connaissant la marge d'erreur, on peut calculer l'intervalle de confiance. Pour obtenir la limite supérieure, on prend la proportion estimée 32 plus la marge d'erreur à 95%, 2,7, enter. Ensuite, on prend la proportion estimée moins la marge d'erreur à 95% de façon à obtenir la limite inférieure. Par conséquent, on est sûr au moins à 95% que la proportion de Québécois qui va réellement voter pour le PQ sera située entre 29,3 et 34,7. Il s'agit donc d'une estimation qui a été effectuée par l'Institut de sondage CROP. Et effectivement, le sondage avait vu juste, puisque réellement le PQ, à l'occasion de ces élections, avait obtenu un score de 31,95% précisément, ou si vous voulez, 32%. Or, 32% se situe bien sûr dans l'intervalle de confiance qui a été défini par le sondage. Et on peut expliquer pourquoi le PQ avait gagné les élections devant les libéraux. En particulier, cela s'expliquait par le contexte difficile à l'époque. Ici, on va s'intéresser à l'effet de la taille de l'échantillon sur la marge d'erreur. Alors, si on clique sur calculer la marge d'erreur et l'intervalle de confiance, on obtient ces résultats. Alors, regardons maintenant comment se présentent les marges d'erreur dépendamment de la taille de l'échantillon, en particulier pour une même proportion à estimer. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Quel lien peut-on faire entre la progression de la taille de l'échantillon et la progression de la marge d'erreur? Question. Réponse, clairement, on observe que plus la taille de l'échantillon augmente, plus la marge d'erreur diminue, donnant ainsi une estimation plus précise de l'intervalle de confiance.
Alors, on peut mettre en surbrillance cette cellule de façon à voir apparaître la réponse. Qu'en est-il maintenant du lien entre le niveau de confiance et la progression de la marge d'erreur pour une même taille d'échantillon? Question. Qu'est-ce qu'on observe ici? Donc, on observe que plus le niveau de confiance augmente, plus la marge d'erreur augmente. Et par conséquent, on n'a pas intérêt à trop augmenter le niveau de confiance. Sinon, on va se retrouver avec une marge d'erreur énorme, même si nous augmentons nos chances que l'intervalle de confiance inclut le vrai paramètre de la population. Sauf que la marge d'erreur devient énorme. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va se contenter d'un niveau de confiance plus modéré. En l'occurrence, 95% en sciences sociales et humaines. Mais voilà comment se présente l'effet de la taille d'échantillon et du niveau de confiance sur la marge d'erreur. On va cliquer sur l'onglet qui suit, IC Group. En l'occurrence, un intérêt important de la marge d'erreur et de l'intervalle de confiance, c'est qu'ils permettent effectivement de vérifier si deux groupes diffèrent ou pas, statistiquement parlant, eu égard à un phénomène quantitatif en particulier. En l'occurrence, ici, on s'intéresse à la différence entre hommes et femmes eu égard aux dépenses en vêtements. Donc, en moyenne, les hommes consacrent 47,4 $ par mois par rapport à l'achat de vêtements, comparativement aux femmes qui consacrent plutôt 77,3 $. Donc, il semble y avoir une certaine différence, même si la marge d'erreur est similaire. Mais y a-t-il une différence entre hommes et femmes? Parce que le hasard de l'échantillonnage peut faire de telle sorte qu'on tombe sur cet échantillon qui nous révèle que les femmes dépensent plus que les hommes, alors que dans la population elle-même, il n'y a pas de différence. Donc, comment savoir s'il y a une différence ou pas entre hommes et femmes eu égard aux dépenses en vêtements? Eh bien, on peut se fier à la marge d'erreur ou, si vous voulez, à l'intervalle de confiance. Donc, j'ai représenté visuellement la marge d'erreur, précisément l'intervalle de confiance. Pour pouvoir avancer qu'il y a une différence significative entre deux groupes, il faut que les intervalles de confiance soient disjoints. Autrement dit, ils ne doivent pas se toucher. Donc ici, clairement, l'intervalle de confiance des hommes est beaucoup plus bas que l'intervalle de confiance des femmes. Et ces deux intervalles de confiance précisément ne se touchent pas. Autrement dit, ils sont disjoints. C'est le signe effectivement qu'il y a une différence totalement significative entre hommes et femmes eu égard aux dépenses vêtements. Autrement dit, la différence n'est pas le fruit du hasard de l'échantillonnage, elle est véritable, elle existe au niveau de la population. Qu'en est-il maintenant de la différence entre hommes et femmes eu égard aux dépenses en livres? Eh bien, les hommes consacrent 23,9 $ pour l'achat de livres, comparativement aux femmes qui consacrent seulement 20,2 $. Mais est-ce que la différence est significative? Alors, les hommes semblent dépenser plus que les femmes pour ce qui est de l'achat en livres, mais est-ce que la différence est certainement significative? Si on compare les deux intervalles de confiance, on se rend compte qu'ils se chevauchent. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Et donc, on voit que les deux intervalles de confiance se chevauchent. Eh bien, c'est le signe, effectivement, que la différence entre hommes et femmes n'est pas statistiquement significative eu égard aux dépenses en livres. Alors, on va cliquer sur l'onglet qui suit. Nous venons de calculer la marge d'erreur et l'intervalle de confiance d'une moyenne et d'une proportion. Autrement dit, on s'est intéressé à des caractéristiques en lien avec des variables. Mais en général, dans les sondages qui sont publiés dans les médias, en particulier, on donne plutôt la marge d'erreur du sondage, plutôt que de donner la marge d'erreur associée à une caractéristique ou à une autre caractéristique. Alors, comment effectivement les sondeurs s'y prennent-ils en calculant la marge d'erreur d'un sondage? En fait, plus on s'éloigne de 50%, en moins ou en plus la marge d'erreur devient faible. Autrement dit, plus la marge d'erreur diminue. Précisément, prenez 25% ou bien 75% comme proportion à estimer. Vous allez obtenir une marge d'erreur plutôt faible. Pour obtenir une marge d'erreur maximale, les statisticiens utilisent 50%. Et donc 50% nous assure d'obtenir une marge d'erreur
maximale. Et donc c'est la raison pour laquelle effectivement les statisticiens vont prendre 50% pour calculer l'erreur type d'un sondage, peu importe les statistiques mesurées, parce que cela leur donne la possibilité d'avoir une idée sur la marge d'erreur maximale du sondage. Alors c'est ce que j'ai calculé ici. Alors voilà comment ça se calcule. Donc P, la proportion à estimer c'est 50, multiplié par 50 le complément. On divise par la taille de l'échantillon, en tout cas pour ce problème, et on obtient une erreur type de 1.535. Connaissant l'erreur type, on multiplie par le score Z 1.87 pour obtenir une marge d'erreur de 3.0. Et donc ici, j'ai représenté visuellement l'effet de la taille de l'échantillon sur la marge d'erreur. Clairement, on voit que plus la taille de l'échantillon augmente, plus la marge d'erreur diminue. Étant entendu qu'ici, j'ai automatisé une page qui permet de calculer la marge d'erreur connaissant la taille de l'échantillon. Par exemple, tout échantillon constitué de 100 va donner une marge d'erreur de 9.8. Tout échantillon constitué de 1000 cas va donner une marge d'erreur de 3.1. Ici, vous avez une table de marge d'erreur que j'ai construite, que vous pouvez vous-même construire. En l'occurrence, si vous travaillez pour le compte d'un institut de sondage, au lieu d'avoir à calculer la marge d'erreur pour chaque sondage, vous avez juste à calculer, vous avez juste à construire votre table de marge d'erreur de façon à déterminer facilement la marge d'erreur d'un sondage en particulier. Et donc, on voit bien ici que tout sondage qui porte sur un échantillon de 1000 va donner une marge d'erreur de 3.1%. Au niveau de confiance de 95%. Et ce, quelle que soit la taille de la population. Eh bien, ce qui signifie que la taille de la population n'a pas d'effet véritablement sur le calcul de la marge d'erreur. Et que le plus important, c'est surtout la taille de l'échantillon. Pourquoi? Pourquoi la taille de la population n'a pas d'effet sur le calcul de la marge d'erreur? Ce qui semble un peu contre-intuitif. Alors, pour expliquer cela, supposons qu'on prépare 3 mets culinaires. Un mets culinaire à la sénégalaise dans une grosse marmite, un mets culinaire à la libanaise dans une marmite moyenne et un mets culinaire à la québécoise dans une petite marmite. Et considérons les cuillerées comme étant des échantillons à partir desquels on va savoir si ça goûte bien ou pas à l'intérieur des marmites. Est-ce que pour savoir si ça goûte bien ou pas avec les cuillerées, est-ce que la taille des marmites a un effet? Question. Non, la taille des marmites n'a pas d'effet sur le fait de savoir si ça goûte bien ou pas. L'essentiel, c'est que chaque cuillerée soit suffisamment bien remplie pour pouvoir bien goûter et savoir ce qui se passe dans l'ensemble des marmites. Mais en notant que le tout soit homogène. Autrement dit, il faut bien remuer à l'intérieur des marmites de façon à ce que le tout soit homogène et s'assurer d'obtenir une cuillerée représentative de ce qui se passe dans l'ensemble de la marmite, comme on l'a fait tout à l'heure avec Excel, en cliquant sur le bouton échantillon aléatoire, le logiciel va brasser, c'est le même principe. Il faut remuer, brasser de façon à ce que le tout soit homogène. Mais voilà, autant la taille des marmites compte peu pour savoir si ça goûte bien ou pas à travers une cuillerée, et bien autant la taille de la population compte peu pour savoir effectivement si l'échantillon présente des caractéristiques similaires à la population. Alors, pour finir, vous avez ici des exercices complémentaires à faire. Mais voilà, ça va être tout pour le labo Excel d'aujourd'hui.